une femme à la beauté saisissante, un meurtre brutal dans la nuit, une évasion spectaculaire qui a captivé toute l'Amérique, et une vérité qui reste encore aujourd'hui enfouie dans l'ombre. Cette histoire vraie a inspiré des films, des livres, et le célèbre slogan « Run Bambi, run ». Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que Hollywood aurait pu imaginer. Accrochez-vous car l'affaire Lori Bembenek est l'une des plus troublantes énigmes criminelles américaines. Et elle pourrait bien vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la justice. Le rêve brisé d'une jeune femme, Milwaukee, Wisconsin, année 1970. Laurencia Ann Bembenek naît le 15 août 1958 dans une famille ouvrière polonaise. On l'appelle Lori, la plus jeune de 3 filles. Son père est charpentier, mais il a aussi brièvement porté l'uniforme de policier. Cette expérience a marqué la petite Lori. Dès l'enfance, elle rêve de suivre ses traces. Dans sa jeunesse, c'est un garçon manqué, indépendante, féroce, intelligente. Mais en grandissant, Lori se transforme. Elle devient une jeune femme d'une beauté époustouflante, grande, élancée, avec des cheveux blonds décolorés saisissants. 1,80 m de pure élégance. À la fin de ses études secondaires, elle peint un tableau étrange, une huile sur toile dans des tons violets profonds, un visage tourmenté, à moitié dans l'ombre, une couronne d'épines. Des éclairs déchirent l'arrière-plan. Une larme unique coule d'un œil vide, un abîme violet, un Christ torturé, prisonnier de sa souffrance. Cette peinture prémonitoire semble annoncer le calvaire qui l'attend, comme si Lori pressentait déjà son destin tragique. Mais 1980, Lori s'inscrit à l'Académie de police de Milwaukee. Son rêve se réalise enfin. Elle intègre la première vague de femmes officières de patrouille en Amérique. Un moment historique. Mais le rêve tourne rapidement au cauchemar. L'environnement est hostile. Les collègues masculins la traitent avec mépris. Le sexisme règne en maître dans ce milieu ultra-masculin. Lori subit des remarques déplacées, des attitudes condescendantes. Mais elle tient bon. Elle s'adapte, elle encaisse, elle persévère. Pourtant, son parcours à la police sera de courte durée. Le 15 août 1980, jour de son 22e anniversaire, elle est licenciée. La raison officielle, consommation de cannabis. Mais Lori affirme qu'elle n'a pas consommé. Elle accuse l'institution de ne pas avoir signalé qu'une amie fumait lors d'un concert. Furieuse, elle décide de contre-attaquer. Elle dépose une plainte pour discrimination sexuelle auprès de la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi. Pour appuyer ses accusations, elle fournit des photos compromettantes. Des policiers de Milwaukee posant nus lors d'une fête privée. Des images embarrassantes qui révèlent l'atmosphère de débauche au sein du département. Cette coopération avec les autorités fédérales lui vaut l'hostilité de ses anciens collègues. Elle vient de se faire des ennemis puissants, des hommes qui portent un badge et un pistolet. L'enquête fédérale n'aboutira jamais. Le dossier est classé sans suite. Lori se retrouve sans emploi, sans avenir dans la police. Son rêve s'est effondré. La serveuse du Playboy Club. Après son licenciement, Lori doit se réinventer. Elle trouve un emploi comme serveuse au Playboy Club de Lake Geneva, Wisconsin. Un établissement au bord du lac fréquenté par une clientèle aisée. Contrairement à ce que les médias raconteront plus tard, Lori n'était pas officiellement une Playboy Bunny. Elle n'a travaillé là que 3 semaines, 3 petites semaines. Mais cette étiquette lui collera à la peau pour toujours. Les journalistes adorent ce détail croustillant. Une ex-policière, ex-serveuse Playboy accusée de meurtre. Le cocktail parfait pour vendre des journaux. C'est dans ce club qu'elle rencontre Alfred Otto Schultz Jr., on l'appelle Fred, détective au département de police de Milwaukee. Un homme de carrière charismatique qui aime faire la fête. Il a 13 ans d'expérience dans la police, 10 ans de plus que Lori. Fred vient tout juste de divorcer de sa première femme, Christine. Ils ont 2 fils ensemble, Sean et Shannon. Le divorce a été pénible, rempli d'amertume. Fred déteste payer la pension alimentaire de 700 $ par mois. Il se plaint constamment de cette obligation financière. Christine, de son côté, est une mère au foyer de 30 ans. Elle s'occupe de ses 2 garçons avec dévouement.
Mais Fred et Laurie tombent rapidement amoureux. Leur relation est passionnée, intense. En janvier 1981, ils se marient à Waukegan. Laurie pense avoir enfin trouvé la stabilité. Un mari policier, un nouveau départ. Elle trouve un emploi comme agent de sécurité sur le campus de l'université Marquette. Tout semble aller pour le mieux. Mais sous la surface, les tensions financières s'accumulent. Fred continue de pester contre la pension alimentaire. Laurie partage sa frustration. Cet argent qui part chaque mois vers Christine les empêche de vivre comme ils le voudraient. Selon des témoins, Laurie aurait souvent parlé de Christine, avec rancœur, avec colère. Certains affirment même qu'elle aurait proposé de payer quelqu'un pour régler le problème. Mais ces accusations ne seront formulées qu'après les événements tragiques qui vont suivre. La nuit du 28 mai 1981 va changer le cours de leur vie à jamais. La nuit du meurtre, 28 mai 1981, Milwaukee, il est tard dans la soirée. Christine Schultz dort dans sa maison, un quartier tranquille de la ville. Ses 2 fils sont également à la maison. Sean, 11 ans, dort dans sa chambre. Shannon, plus jeune, est également présent. Soudain, Sean se réveille en sursaut. Un homme se tient au-dessus de lui, masqué. Il tente d'enrouler quelque chose autour de son cou. Sean hurle de terreur. L'agresseur lâche prise et se précipite vers la chambre de sa mère. Sean entend un bruit sec, comme un pétard, un coup de feu, puis des bruits de pas qui dévalent les escaliers. L'intrus fuit. Tremblant, Sean se précipite dans la chambre de sa mère. Christine est allongée sur le lit, les mains attachées, les yeux bandés avec un bandana bleu, bâillonnée. Une mare de sang se répand sous elle. Sean appelle le petit ami de sa mère qui contacte immédiatement la police. Les secours arrivent rapidement, mais il est trop tard. Christine Schultz a reçu une balle dans le dos, à bout portant. Le projectile a traversé son cœur. Elle est morte sur le coup. La scène de crime est glaçante. Christine était totalement vulnérable, immobilisée, aveuglée, exécutée froidement. Les enquêteurs remarquent en ce plusieurs détails importants. Aucun signe d'effraction, aucun objet de valeur n'a été volé. L'assassin connaissait manifestement les lieux. Il avait une clé. Les tests balistiques révèlent une information cruciale. L'arme du crime est le revolver de service de Fred Schultz, un calibre 38. Des traces de sang sont même retrouvées sur l'arme. Fred devient immédiatement le suspect numéro 1. Mais il a un alibi. Il prétend être de service cette nuit-là, enquêtant sur un cambriolage avec son partenaire, Michael Durfee. Les enquêteurs creusent. L'alibi de Fred commence à montrer des failles. Il a menti sur son emploi du temps. En réalité, il n'était pas en mission. Il buvait dans un bar local. Un détective expliquera plus tard que l'historique de Fred cette nuit-là comportait de nombreux trous. Mais finalement, les enquêteurs écartent Fred. Son alibi, bien que fragile et mensonger, semble tenir. Ils se tournent alors vers une autre piste, Laurie Bambenek, la nouvelle épouse. L'arrestation de Bambi. Laurie Bambenek devient rapidement la principale suspecte. Les raisons s'accumulent. Elle vivait seule dans l'appartement qu'elle partageait avec Fred. Elle avait accès au revolver de service de son mari. Elle savait que Fred avait copié en secret une clé de la maison de Christine. Il l'avait dupliquée à partir de celle de son fils aîné. Laurie connaissait donc le moyen d'entrer sans effraction. De plus, elle avait un mobile évident, la pension alimentaire de $700 par mois. Si Christine disparaissait, Fred n'aurait plus à payer. Leur situation financière s'améliorerait instantanément. Les enquêteurs interrogent Sean, le fils témoin. Il décrit l'agresseur, un homme masqué portant une veste verte de l'armée et des chaussures noires. L'homme avait une longue queue de cheval rousse d'environ 15 cm. Sean est catégorique. Ce n'était pas Laurie, mais l'accusation ne tient pas compte de ce témoignage crucial. Ils affirment que Laurie portait un déguisement, une perruque. Le 10 juin 1981, 2 semaines après le meurtre, une découverte macabre est faite. L'ancien voisin de Fred et Laurie, dans leur ancienne maison, appelle un plombier. Les canalisations sont bouchées. Le plombier démonte les tuyaux. Il trouve des fibres de perruque coincées dans la plomberie, des fibres rousses. Les enquêteurs font le lien. Laurie aurait tenté de détruire la perruque en la jetant dans les toilettes. Le 24 juin 1981, Laurie est arrêtée sur son lieu de travail à l'université Marquette. Les policiers fouillent son casier.
Ils trouvent une brosse à cheveux. Des cheveux blonds sont prélevés. Ces cheveux, selon l'accusation, correspondent à ceux trouvés sur le bandana utilisé pour bâillonner Christine. Le procès de Laurie Bembenek commence en mars 1982. Il devient immédiatement un événement médiatique national. Les journaux donnent à Laurie le surnom de Bambi, un sobriquet qu'elle déteste profondément. Diane Sawyer qualifiera l'affaire de cas de meurtre le plus glamour des années 1980. La presse se délecte de chaque détail. Ex-policière, ex-serveuse Playboy, accusée de meurtre. Le tableau parfait pour alimenter les tabloïds. Les médias la présentent comme une femme fatale, dépravée, au goût de luxe, une manipulatrice qui aurait tué par cupidité. Le procès et les preuves contestées. Le procès dure près de 2 semaines. L'accusation présente un dossier apparemment solide, mais chaque élément sera ultérieurement remis en question. Les cheveux retrouvés sur le bandana constituent la preuve principale. Ils proviendraient de la brosse de Laurie. Mais il y a un problème. Le docteur Elaine Samuels, médecin légiste ayant procédé à l'autopsie, avait initialement conclu que les cheveux retrouvés sur le corps correspondaient à ceux de la victime, pas à ceux d'une autre personne. Après son rapport, les cheveux sont examinés par Diane Hanson, analyste capillaire. Hanson affirme que les cheveux ont été intervertis, les échantillons auraient été mélangés, confondus. Le docteur Samuels réfutera cette thèse en 1983, affirmant n'avoir trouvé aucun cheveu blond ou roux. Tous les cheveux étaient bruns, identiques à ceux de Christine. Deuxième élément, le jogging vert. Des témoins affirment que Laurie possédait un jogging vert similaire à la veste d'armée décrite par Sean. Mais Sean n'a jamais identifié Laurie. Il a clairement dit que l'agresseur était un homme. Troisième élément, la corde à linge. Elle aurait été prise dans l'appartement de Laurie et Fred. Quatrième élément, le bandana bleu. Laurie reconnaît en posséder un similaire. Cinquième élément, la perruque. Un employé de boutique témoigne que Laurie a acheté une perruque rousse peu avant le meurtre. Les fibres trouvées dans la plomberie correspondraient à cette perruque. Sixième élément, les témoignages. Plusieurs personnes affirment que Laurie parlait souvent de tuer Christine. Un témoin prétend même qu'elle lui a offert de l'argent pour commettre le meurtre. Mais tous ces témoins sont des connaissances de l'accusation. Aucun n'est neutre. L'accusation présente également le mobile financier, les $700 de pension alimentaire mensuelle. Laurie, selon eux, voulait cette somme pour elle et Fred. Mais Laurie n'a aucun alibi pour la nuit du meurtre. Elle prétend avoir dormi seule à la maison. Elle dit avoir fait ses bagages ce soir-là, car il déménageait le mois suivant. Personne ne peut confirmer sa présence chez elle. Fred, malgré son alibi fragile, n'est pas poursuivi. L'accusation se concentre exclusivement sur Laurie. La défense tente de soulever des doutes. Elle pointe les incohérences dans les preuves, les manipulations possibles des échantillons de cheveux. Le fait que Sean n'a jamais identifié Laurie, mais le jury délibère pendant 4 jours. Le 9 mars 1982, le verdict tombe. Coupable de meurtre au 1er degré. Laurie Bembenek est condamnée à la prison à vie. Elle a 23 ans. En entendant le verdict, Laurie s'effondre. Elle pleure. Elle proteste son innocence. « Je n'ai tué personne », répète-t-elle. Mais personne ne l'écoute. Elle est transférée à l'établissement correctionnel de Taycheedah, dans le fond du lac, Wisconsin, la seule prison pour femmes de l'État. La vie en prison est le combat pour la vérité. Derrière les barreaux, Laurie refuse de se résigner. Elle maintient farouchement son innocence. Chaque jour, elle clame qu'elle est victime d'une erreur judiciaire. Elle accuse la police de Milwaukee de l'avoir piégée. Selon elle, ses anciens collègues se sont vengés de sa plainte pour discrimination sexuelle, vengés d'avoir fourni des photos compromettantes. La police avait des raisons de la détester, et maintenant, elle paie le prix de sa rébellion. Mais Laurie ne se contente pas de protester, elle se bat. Elle étudie le droit depuis sa cellule. Elle obtient son bachelor's degree, équivalent d'une licence, auprès de l'université du Wisconsin Parkside. Elle participe à la création d'un magazine pour détenus. Elle devient une voix pour les droits des prisonniers, une féministe radicale, une militante marxiste. Elle dénonce les conditions de détention.
Elle intente même une action collective au nom de tous les détenus pour surpopulation carcérale. Laurie se découvre une force qu'elle ne connaissait pas. En 1984, elle divorce de Fred Schultz. Leur mariage n'a pas survécu à l'épreuve. Fred, d'ailleurs, déclarera en 1990 au Chicago Tribune qu'il croit que Laurie a tué Christine. Une trahison de plus. Pendant son incarcération, Laurie fait la connaissance de Dominique Guglietti, le frère de sa compagne de cellule. Ils tombent amoureux. Guglietti croit fermement en l'innocence de Laurie. Il lui rend visite régulièrement. Il devient son soutien, son espoir, son avenir. Ensemble, ils commencent à planifier l'impensable, une évasion. Si la justice ne peut pas la libérer, alors Laurie devra le faire elle-même. L'évasion spectaculaire, 15 juillet 1990. Un dimanche matin, Laurie a passé presque 10 ans en prison, 10 années à clamer son innocence, 10 années à voir ses appels rejetés. Aujourd'hui, elle va tenter le tout pour le tout. Elle a repéré une fenêtre dans la buanderie de la prison, suffisamment grande pour qu'elle puisse s'y glisser. Laurie est mince, athlétique. Elle a 1,80 m mais ne pèse que 65 kg. Elle peut le faire. Ce matin-là, elle se rend à la buanderie. Elle escalade les machines à laver. Elle ouvre la fenêtre. Son cœur bat la chamade. Elle se contorsionne, se faufile à travers l'ouverture étroite. Dehors, l'air frais de la liberté. Dominique Guglietti l'attend dans une voiture. Il a tout préparé. Laurie saute dans le véhicule. Il démarre en trombe, direction la frontière canadienne. À 480 km de là, à Thunder Bay, Ontario, ils trouvent refuge. Ils prennent de faux noms, ils louent un petit appartement. Ils tentent de vivre normalement, discrètement. Laurie teint ses cheveux blonds emblématiques. Elle change son apparence autant que possible. Pendant ce temps, aux États-Unis, la nouvelle de l'évasion crée une onde de choc. Les médias s'emparent de l'histoire. À Milwaukee, plus de 200 supporters organisent un rassemblement public. Ils portent des t-shirts avec le slogan « Run, Bambi, run ». Cours, Bambi, cours. Un mouvement de soutien massif émerge. Beaucoup de gens croient en l'innocence de Laurie. Ils la voient comme une héroïne, une victime du système, une femme courageuse qui refuse de se soumettre à une injustice. Des restaurants de Milwaukee créent même des plats en son honneur. Run Bambi, Run devient un phénomène culturel, un symbole de rébellion contre l'autorité. Pendant 3 mois, Laurie et Dominique vivent cachés au Canada. Ils pensent avoir réussi. Ils commencent à respirer, à croire en un nouveau départ. Mais le 17 octobre 1990, leur monde s'écroule. Un client d'un restaurant local a reconnu Laurie. Il l'a vue dans un épisode de l'émission America's Most Wanted. La police canadienne débarque à leur appartement. Laurie et Dominique sont arrêtés. Dominique est renvoyée immédiatement aux États-Unis. Mais Laurie a une carte à jouer. Elle demande le statut de réfugié au Canada. Elle affirme être victime d'une erreur judiciaire. Elle refuse d'être extradée. Le combat pour un nouveau procès. Les autorités canadiennes prennent la demande de Laurie au sérieux. Elles ordonnent un examen judiciaire du procès de 1982. Cet examen va révéler des failles monumentales dans l'enquête. En 1991, le rapport canadien conclut que 7 erreurs majeures ont été commises par la police de Milwaukee. 7, pas une, pas deux. 7 erreurs graves. La manipulation possible des preuves capillaires, l'absence de tests ADN modernes, les témoignages contradictoires non explorés, les preuves balistiques douteuses, l'alibi fragile de Fred Schultz jamais vraiment vérifié. Le rapport ne trouve pas de preuves de crimes commis par la police ou les procureurs, mais il détaille une incompétence flagrante. Laurie obtient le droit à un nouveau procès. Le 22 avril 1991, elle accepte de retourner aux États-Unis. Elle pense enfin avoir une chance de prouver son innocence. Mais le système judiciaire américain a d'autres plans. Les procureurs proposent un accord. Plutôt que de risquer une seconde condamnation, Laurie peut plaider no contest, pas de contestation. Ce n'est pas une admission de culpabilité, mais c'est traité comme tel pour la sentence. En échange, sa condamnation pour meurtre au premier degré serait annulée. Elle plaiderait coupable de meurtre au second degré, et elle serait libérée pour le temps déjà purgé. 10 ans de prison.
Le 9 décembre 1992, Laurie accepte l'accord. Elle sait que refuser pourrait signifier retourner en prison à vie. Mais accepter signifie renoncer à prouver son innocence. C'est un choix impossible, un dilemme déchirant. Elle choisit la liberté. En novembre 1992, Laurie Bembenek sort de prison. Après 10 années d'enfermement, elle est libre, mais elle n'est pas innocentée. Elle porte toujours l'étiquette de meurtrière et elle va consacrer le reste de sa vie à tenter de l'effacer. La quête inachevée. Laurie s'installe dans l'État de Washington, près de ses parents. Elle écrit un livre sur son expérience, Woman on Trial, Femme en procès. L'ouvrage devient un best-seller. Son histoire inspire 2 téléfilms, Calendar Girl, Cop, Killer, The Bambi Bembenek Story en 1992 avec Lindsay Frost, Woman on Trial, The Laurencia Bembenek Story en 1993 avec Tatum O'Neal. Des documentaires sont produits. Son cas devient un symbole des dysfonctionnements du système judiciaire. En 1994, elle change légalement son prénom en Laurie. Elle veut tourner la page, mais les ennuis continuent de la poursuivre. En 1996, elle est arrêtée pour possession de marijuana. Elle déclare faillite personnelle, elle développe une hépatite C. D'autres problèmes de santé apparaissent. Elle admet être alcoolique. Ses parents décèdent, la laissant seule. En 2002, Laurie obtient enfin ce qu'elle espérait depuis des années. Des tests ADN sur les preuves de 1980. Elle est convaincue que ces tests prouveront son innocence. Les résultats arrivent. Aucun ADN de Laurie n'est trouvé sur les 15 objets testés. Aucun. Ni sur le bandana, ni sur la corde. Ni sur aucun élément de la scène de crime. Pour Laurie et ses supporters, c'est la preuve définitive. Elle était innocente. Mais les autorités du Wisconsin ne sont pas convaincues. Les tests, disent-ils, sont peu concluants. L'absence d'ADN ne prouve pas l'innocence. Cela peut simplement signifier que les preuves ont été mal conservées. Laurie dépose une motion pour faire annuler sa condamnation. La motion est rejetée. En 2002, un événement tragique survient. Laurie doit participer à l'émission Dr Phil, qui a accepté de financer d'autres tests ADN. La veille de l'enregistrement, elle se trouve dans une chambre d'hôtel. Les restrictions imposées pour sa participation, les conditions, tout cela lui rappelle sa détention. Elle panique, elle tente de s'échapper par la fenêtre, elle tombe, elle se blesse gravement au pied. Les blessures sont si sévères qu'on doit l'amputer du pied droit quelques semaines plus tard. Laurie, la femme qui a couru pour sa liberté, ne pourra plus jamais courir. En 2006, une cour d'appel du Wisconsin refuse de lui permettre de faire appel de sa condamnation. Toutes les portes se ferment. Laurie se tourne alors vers une dernière option, un pardon du gouverneur. En 2010, elle soumet une demande au gouverneur Jim Doyle. C'est son vœu le plus cher, celui de ses parents avant leur mort. Effacer cette tache de son nom, être reconnue innocente, enfin. Mais le gouverneur Doyle ne répond pas. Il ne prend aucune décision. Le 20 novembre 2010, Laurie Bembenek meurt. Insuffisance hépatique et rénale. Elle a 52 ans. Elle meurt dans un centre de soins palliatifs à Portland, Oregon. Jusqu'à son dernier souffle, elle clame son innocence. Elle n'a jamais renoncé, jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. Les zones d'ombre et les suspects alternatifs. Après la mort de Laurie, son avocate Mary Wöhrer continue le combat. En 2019, elle soumet une nouvelle demande de pardon posthume au gouverneur Tony Evers. Elle présente de nouvelles preuves balistiques et ADN. Selon elle, ces éléments prouvent définitivement l'innocence de Laurie. L'avocate affirme même avoir identifié l'ADN masculin du véritable tueur. Elle demande à l'État de faire des tests de comparaison. À ce jour, aucun pardon n'a été accordé. Le gouverneur Evers n'a pas commenté publiquement la demande. Mais qui aurait pu tuer Christine Schultz si ce n'est pas Laurie? Plusieurs théories ont émergé au fil des ans. Première théorie, Fred Schultz lui-même. Il avait le mobile le plus évident, la pension alimentaire. Il avait accès à l'arme du crime. Il connaissait la maison, il avait une clé. Son alibi était faible et mensonger. Mais l'enquête s'est rapidement détournée de lui. Pourquoi? Parce qu'il était policier, parce que ses collègues l'ont protégé. Deuxième théorie, un partenaire de Fred.
Certains pensent que Fred a organisé le meurtre mais ne l'a pas commis lui-même. Il aurait demandé à un complice de s'en charger, ce qui expliquerait pourquoi Sean a vu un homme et non Laurie. Troisième théorie, Judy Zess. Judy Zess était une connaissance de Fred. Elle avait une relation ambiguë avec lui. Certains enquêteurs pensent qu'elle pourrait avoir été impliquée, qu'elle aurait agi par jalousie ou pour aider Fred. Quatrième théorie, Frederick Orenberger. Orenberger était un criminel local qui connaissait Fred Schultz. Des rumeurs couraient, selon lesquelles il aurait été payé pour commettre le meurtre. Orenberger a toujours nié avec véhémence toute implication. En novembre 1991, il se suicide après avoir participé à un vol à main armée avec prise d'otage. Il emporte ses secrets dans la tombe. Cinquième théorie, une erreur totale. Que l'assassin soit quelqu'un de totalement différent. Un cambrioleur qui aurait paniqué, un ancien ami de Christine qui avait un différend, le petit ami de Christine lui-même, qui a été l'un des premiers sur les lieux. La vérité, c'est que nous ne le saurons peut-être jamais. Les failles de l'enquête. En examinant l'affaire avec du recul, plusieurs éléments troublants apparaissent. Le témoignage de Sean, le fils témoin, a été largement ignoré. Il a clairement dit que l'agresseur était un homme, pas une femme déguisée, un homme. Pourquoi les enquêteurs ont-ils écarté ce témoignage crucial ? Les preuves capillaires étaient le pilier de l'accusation, mais le docteur Samuels, médecin légiste, a contesté leur authenticité. Elle a affirmé que les cheveux avaient été intervertis. Diane Hanson, l'analyste capillaire, a admis des incohérences. Les tests ADN de 2002 n'ont trouvé aucun ADN de Laurie. Comment expliquer cette absence totale si elle était la meurtrière ? L'arme du crime appartenait à Fred. Pourquoi Laurie aurait-elle utilisé l'arme de son mari ? Une arme qui la relierait immédiatement au crime ? Cela n'a aucun sens stratégique. La perruque trouvée dans les canalisations est également suspecte. Qui tenterait de détruire une preuve en la jetant dans les toilettes de son propre appartement, surtout quand on sait que l'appartement pourrait être fouillé? Et comment une perruque entière se retrouve-t-elle coincée dans les tuyaux? Le plombier a trouvé des fibres, pas une perruque complète. Ces fibres auraient pu être placées là après coup. Les témoins affirmant que Laurie parlait de tuer Christine sont tous apparus après son arrestation. Aucun n'a contacté la police avant. Pourquoi ? Plusieurs témoins avaient des liens avec la police de Milwaukee. Leur crédibilité est donc douteuse. L'alibi de Fred n'a jamais été vérifié rigoureusement. Il a menti sur son emploi du temps. Il était dans un bar, pas en service. Pourquoi mentir si on n'a rien à cacher ? La clé copiée en secret par Fred. Il n'avait aucune raison légitime d'avoir une clé de la maison de son ex-femme. Cela montre une intention de contrôle, voire pire. L'enquête s'est concentrée sur Laurie dès le début. Les enquêteurs ont cherché des preuves contre elle, pas des preuves de la vérité. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Ils ont construit un dossier contre elle, ignorant tout ce qui ne correspondait pas. L'héritage de Laurie Bembenek. L'histoire de Laurie Bembenek dépasse le cadre d'une simple affaire criminelle. Elle soulève des questions fondamentales sur la justice, sur les dysfonctionnements du système judiciaire américain, sur le sexisme et les préjugés, sur le pouvoir de la police. Laurie était une femme qui ne correspondait pas aux attentes de son époque. Belle, indépendante, rebelle, elle avait travaillé au Playboy Club. Elle avait dénoncé des policiers corrompus. Elle refusait de se taire. Ses caractéristiques ont joué contre elle. Les médias l'ont présentée comme une femme fatale, une séductrice manipulatrice. Les jurés ont été influencés par cette image, pas par les faits. Le surnom Bambi était infantilisant et sexiste. Il réduisait une femme accusée de meurtre à un personnage de dessin animé. Mais Laurie a refusé cette étiquette. Elle a refusé d'être réduite au silence. Sa fuite au Canada était un acte de désespoir, mais aussi un acte de courage. Elle risquait tout pour sa liberté. Le mouvement Run, Bambi, Run a montré que beaucoup de gens doutaient de sa culpabilité. Ils voyaient les failles dans le dossier. Ils comprenaient qu'elle était victime d'une erreur judiciaire. Depuis sa mort, plusieurs documentaires et articles ont rouvert le cas. De nouvelles générations découvrent son histoire. Et beaucoup arrivent à la même conclusion. Laurie Bembenek était innocente. L'avocate Mary Wehrer continue de se battre pour son pardon posthume. Elle veut que Laurie soit reconnue innocente officiellement, que son nom soit blanchi.
que justice soit enfin rendue. Mais même si le pardon n'est jamais accordé, l'héritage de Lori perdure. Elle représente toutes les personnes condamnées injustement, tous ceux qui ont été victimes d'un système défaillant, tous ceux qui se battent pour la vérité malgré les obstacles. Son histoire nous rappelle que la justice n'est pas toujours juste, que les preuves peuvent être manipulées, que les préjugés peuvent influencer les verdicts, que parfois les vrais coupables échappent à la justice tandis que les innocents paient le prix. Les questions sans réponse. Aujourd'hui, plus de 40 ans après le meurtre de Christine Schultz, de nombreuses questions demeurent. Qui a vraiment tué Christine? Était-ce Fred Schultz, un complice, une personne totalement différente? Pourquoi les enquêteurs ont-ils ignoré les incohérences? Pourquoi ont-ils ciblé Lori si rapidement? Y avait-il une volonté de vengeance de la part de ses anciens collègues? Les preuves ont-elles été délibérément manipulées ou simplement mal gérées? Si Lori était innocente, pourquoi a-t-elle accepté l'accord de plaidoyer? Parce qu'elle était épuisée? Parce qu'elle craignait une nouvelle condamnation? Parce que le système l'avait brisée? Et Fred Schultz, que sait-il vraiment? A-t-il été complice? A-t-il protégé quelqu'un? Ou était-il simplement un mari jaloux qui a profité de la mort de son ex-femme? Ces questions ne trouveront peut-être jamais de réponse, mais elles continuent de hanter tous ceux qui se penchent sur cette affaire. Les leçons à retenir. L'affaire Lori Bembenek nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, la beauté et le passé d'une personne ne devraient jamais influencer un procès. Lori a été jugée autant sur son apparence et son travail au Playboy Club que sur les preuves. Cela est profondément injuste. Deuxièmement, les témoins oculaires ne sont pas toujours fiables. Sean a clairement identifié l'agresseur comme un homme, mais ce témoignage a été écarté au profit d'une théorie de déguisement. Troisièmement, les preuves forensiques doivent être manipulées avec le plus grand soin. Les incohérences dans les analyses capillaires ont soulevé de sérieux doutes. Les tests ADN modernes auraient pu changer le cours du procès. Quatrièmement, les flics ne protègent parfois que leurs propres intérêts. La police de Milwaukee avait des raisons personnelles d'en vouloir à Lori. Cette animosité a-t-elle influencé l'enquête? Probablement. Cinquièmement, le système judiciaire n'est pas infaillible. Des erreurs se produisent, des innocents sont condamnés. Des coupables échappent à la justice. Reconnaître ces failles est le premier pas vers l'amélioration. Sixièmement, la lutte pour la justice ne s'arrête jamais. Même après sa mort, Lori continue de se battre à travers son avocate, à travers les documentaires, à travers tous ceux qui croient en son innocence. Le symbole Lori Bembenek. Lori Bembenek est devenu un symbole de résistance contre l'oppression du système, un symbole de la lutte des femmes contre le sexisme institutionnel, un symbole de l'espoir face à l'injustice. Run Bambi, run n'était pas seulement un slogan, c'était un cri de ralliement, une invitation à ne jamais abandonner, à courir vers la liberté, même quand tout semble perdu. Lori a couru. Elle a couru vers le Canada. Elle a couru vers la vérité. Elle a couru toute sa vie. Même quand elle a perdu son pied, elle a continué à courir métaphoriquement, à se battre, à résister, à refuser le mensonge. Sa mort n'a pas mis fin à sa course. D'autres continuent pour elle. Son histoire vit dans les livres, les films, les documentaires. Elle vit dans le cœur de ceux qui croient en la justice véritable. La vérité enfouie, quelque part enterrée dans les archives de Milwaukee, la vérité existe. Elle attend d'être découverte, peut-être dans un dossier oublié, peut-être dans un témoignage jamais enregistré, peut-être dans la conscience d'une personne qui sait mais n'a jamais parlé. Christine Schultz mérite que son meurtrier soit identifié. Ses fils méritent de connaître la vérité. Lori Bembenek mérite d'être innocentée. Son nom mérite d'être blanchi. Mais tant que les autorités refusent de rouvrir le dossier, la vérité restera enfouie et l'injustice perdurera. Conclusion. La femme qui a refusé de se taire. Lori Bembenek n'était pas parfaite. Elle avait ses défauts, ses erreurs, ses moments de faiblesse. Mais elle était humaine et elle méritait mieux que ce qu'elle a reçu. Elle méritait un procès équitable. Elle méritait que les preuves soient examinées honnêtement.
Elle méritait que son témoignage soit entendu. Au lieu de cela, elle a été jugée, condamnée, emprisonnée. Elle a perdu 10 ans de sa vie derrière les barreaux. Elle a perdu sa réputation, sa carrière, sa santé. Elle a perdu presque tout, mais elle n'a jamais perdu sa voix. Jusqu'à son dernier souffle, elle a proclamé son innocence. Elle a écrit, elle a parlé, elle a témoigné. Elle a refusé d'être réduite au silence. Et c'est peut-être son plus grand héritage. Pas seulement l'histoire d'une possible innocente condamnée, mais l'histoire d'une femme qui a refusé de se taire, une femme qui a couru vers sa liberté, une femme qui a inspiré des milliers de personnes, une femme dont le nom résonne encore aujourd'hui, Lori Bembenek, pas Bambi, pas la tueuse, pas l'ex du Playboy Bunny, simplement Lori, une femme qui a lutté, une femme qui a perdu, mais une femme qui n'a jamais abandonné. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a ému, alors faites-en quelque chose. Ne la laissez pas simplement glisser dans l'oubli. Parlez-en autour de vous. Questionnez le système judiciaire. Soutenez les organisations qui luttent contre les erreurs judiciaires. Exigez la transparence de vos institutions. Parce que l'affaire Lori Bembenek n'est pas un cas isolé. Chaque jour, des innocents sont condamnés. Chaque jour, des coupables échappent à la justice. Chaque jour, le système échoue. Mais nous pouvons exiger mieux. Nous pouvons exiger la justice, la vraie justice. Pas celle qui condamne par préjugés, pas celle qui manipule les preuves, pas celle qui protège les puissants, mais celle qui recherche la vérité, quelle qu'elle soit. Si vous voulez continuer à découvrir des histoires qui dérangent, qui questionnent, qui révèlent les failles de notre société, alors ne partez pas. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, parce que chaque abonné, c'est une voix de plus qui dit « Nous voulons la vérité ». Chaque notification activée, c'est un engagement à ne pas détourner le regard. Chaque visionnage, c'est un pas de plus vers la justice. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces histoires ne soient pas oubliées. Ensemble, nous pouvons exiger que Lori Bembenek obtienne enfin son pardon posthume. Ensemble, nous pouvons honorer sa mémoire. Alors rejoignez ce combat, abonnez-vous, activez la cloche et donnez de la force à cette chaîne, parce que tant qu'il y aura des gens pour écouter, pour questionner, pour résister, l'espoir n'est pas mort. La vérité finira par éclater. Et la justice, un jour, triomphera. Run, Bambi, run, cours vers la vérité. Nous courons avec toi. Et toi, note en commentaire d'après toi qui est le coupable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour la prochaine vidéo.